Shaka Zulu est né vers 1787. Il fut le roi du royaume zoulou de 1816 à 1828. C'est l'un des monarques les plus influents des Zoulous, qui va ordonner des réformes de grande envergure telles que la réorganisation de l'armée en une force formidable. Fils du roi zoulou Ka Jama, Shaka est né au cours du mois lunaire d'Untulikazi de l'année 1787 en Afrique australe, près de l'actuelle Melmoth, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Rejeté en tant que fils illégitime, Shaka a passé son enfance dans les colonies de sa mère, où il a été initié dans une unité de combat servant comme guerrier, laissant ainsi son demi-frère diriger les Zoulous. À l'époque, les Zoulous n'étaient qu'une tribu régionale dépendant du bétail pastoral, du maïs et du lait. Lorsque Shaka atteignit un âge convenable, lui et sa mère furent envoyés chez les Mtewa, la tribu régionale la plus puissante, où il servira comme guerrier. Il sera aussi en charge d'un régiment qui l'aidera à développer des tactiques et des stratégies militaires. Shaka deviendra célèbre pour l'utilisation de la lance courte, une arme mortelle et facile à lancer. On peut aussi noter d'autres tactiques innovantes dévastatrices. Au fur et à mesure que Shaka devenait respecté par son peuple, il fut en mesure de diffuser ses idées plus facilement. Utilisant son expérience de soldat, Shaka a enseigné aux Zoulous que le moyen le plus efficace d'acquérir rapidement le pouvoir était de conquérir et de contrôler d'autres tribus. Ces enseignements ont grandement influencé les perspectives sociales des Zoulous qui vont développer une vision guerrière que Shaka utilisera à son avantage. L'hégémonie de Shaka reposait principalement sur la puissance militaire, écrasant ses rivaux et incorporant les restes dispersés dans sa propre armée. Il a complété cela par un mélange de diplomatie et de patronage, incorporant des chefs amis. Cependant, les peuples des chefs amis n'ont jamais été vaincus au combat par les Zoulous. Ils n'étaient pas obligés de l'être. Shaka les a convaincus par des tactiques plus subtiles, telles que le favoritisme et la récompense. Quant au peuple Kwabé, ils ont réinventé leur généalogie pour donner l'impression que Kwabé et Zoulou étaient étroitement liés. De cette manière, un plus grand sentiment de cohésion a été créé. Lors de la première bataille majeure de Shaka sur la rivière Mfolozi, les troupes de Shaka maintenaient une position forte sur la crête de la colline. Un assaut frontal de leur adversaire n'avait pas réussi à les déloger, et Shaka avait scellé la victoire en envoyant ses forces de réserve balayer la colline pour attaquer l'arrière de l'ennemi. Les pertes ont été globalement élevées, mais l'efficacité des nouvelles innovations Shaka ont été prouvées. Une autre bataille décisive aura finalement lieu sur la rivière Mahalatudze. Au cours de cette bataille de 2 jours, les Zoulous infligeront une défaite retentissante à leur adversaire. Innovation militaire. Certaines histoires plus anciennes ont mis en doute les innovations militaires et sociales habituellement attribuées à Shaka, les niant catégoriquement ou les attribuant de diverses manières aux influences européennes. Des chercheurs plus modernes soutiennent que de telles explications sont insuffisantes et que la culture générale zoulou, qui comprenait d'autres tribus et clans, contenait un certain nombre de pratiques sur lesquelles Shaka aurait pu s'appuyer pour atteindre ses objectifs, que ce soit en matière de raid, de conquête ou d'hégémonie. Comme innovation, on peut citer les changements d'armes. On dit souvent que Shaka n'était pas satisfait de la longue sagaie à lancer et on lui attribue l'introduction d'une nouvelle variante d'armes comme l'Ikloa et la lance poignardante. On lui attribue le mérite d'avoir introduit l'Ikloa à son peuple. Selon l'érudit zoulou John Laband, le chef a insisté pour que ses guerriers s'entraînent avec cette arme, ce qui leur donnait un avantage terrifiant sur leur adversaire qui s'accrochait à la pratique traditionnelle consistant à lancer leurs lances et à éviter les conflits au corps à corps. La lance de lancement n'était pas abandonnée, mais utilisée comme arme de missile initiale avant un contact étroit avec l'ennemi. La lance poignardante plus courte était utilisée dans le combat au corps à corps. On suppose également que Shaka a introduit une version plus grande et plus lourde du bouclier Nguni.
De plus, on pense qu'il a enseigné à ses guerriers comment utiliser le côté gauche du bouclier pour accrocher le bouclier de l'ennemi vers la droite, exposant ainsi les côtes de l'ennemi pour un coup de lance mortel. Autre innovation militaire, la mobilité de l'armée. L'histoire selon laquelle les sandales étaient jetées pour durcir les pieds des guerriers zoulous a été rapportée dans divers récits militaires. La mise en œuvre était généralement brutale. Ceux qui refusaient de se passer de sandales étaient tout simplement tués. Shaka entraînait fréquemment ses troupes dans des marches forcées sur des terrains chauds et rocheux. Il a également entraîné les troupes à mener des tactiques d'encerclement. Les garçons âgés de 6 ans et plus rejoignaient les forces de Shaka en tant qu'apprentis guerriers et servaient de porteurs de rations, de fournitures ainsi que d'armes supplémentaires jusqu'à ce qu'ils rejoignent les rangs principaux. On prétend parfois qu'un tel soutien était davantage utilisé pour des forces très légères destinées à soutirer un attribut en bétail et en esclaves aux groupes voisins. Néanmoins, la notion de force légère reste discutable. Comme autre innovation militaire, nous avons la formation corne de taureau. Shaka organisait différents grades en régiments et les répartissait dans des kraals militaires spéciaux. La plupart des historiens attribuent à Shaka le développement initial de la célèbre formation corne de taureau. Cette formation était composée de 3 éléments. Élément numéro 1, la force principale ou le coffre, bloquer et forcer l'ennemi à s'engager dans un combat au corps à corps. Les guerriers qui composaient le coffre étaient des vétérans chevronnés. Élément numéro 2, la poitrine et les cornes flanquaient l'ennemi des 2 côtés et l'encerclaient. En conjonction avec le coffre, ils détruisaient la force piégée. Les guerriers qui composaient les cornes étaient des juniors jeunes et rapides. Élément numéro 3, les reins, une grande réserve cachée et en soutien au coffre afin qu'ils ne perdent aucune confiance au combat. Shaka a créé une détermination impitoyable dans son armée en inculquant à ses guerriers la connaissance de ce qui se passerait si leur courage leur faisait défaut au combat ou si leur régiment était vaincu. Un sort brutal les attendait, eux et leurs familles, s'ils ne se comportaient pas bien au combat. En effet, lorsque Shaka conquérait une tribu, il enrôlait ses restes dans son armée, afin qu'ils puissent, à leur tour, aider à en conquérir d'autres. Il armait ses régiments de coups de couteau court au lieu des saguets dont ils avaient l'habitude et les maintenait soumis à une discipline de fer. Si un homme montrait la moindre hésitation à se rapprocher de l'ennemi, il était exécuté dès la fin du combat. Si un régiment avait le malheur d'être vaincu, que ce soit par sa faute ou non, il constatait à son retour au quartier général qu'une bonne partie de sa famille était battue à mort. Ainsi, même si les armées de Shaka étaient parfois vaincues, elles étaient rarement anéanties et ne s'enfuyaient jamais. La mort de Shaka. Les demi-frères de Shaka semblent avoir tenté au moins 2 fois d'assassiner Shaka avant de réussir, peut-être avec le soutien d'autres éléments. Shaka s'était fait suffisamment d'ennemis au sein de son propre peuple pour précipiter sa disparition. Cela s'est produit rapidement après la mort de sa mère, Nandi, en octobre 1827, et les ravages causés par le comportement erratique de Shaka. Selon Donald Morris, Shaka avait ordonné qu'aucune culture ne soit plantée au cours de l'année de deuil suivant la mort de sa mère, qu'aucun lait, la base du régime alimentaire zoulou à l'époque, ne soit utilisé et que toute femme tombant enceinte soit tuée avec son mari. Au moins 7000 personnes jugées insuffisamment affligées ont été exécutées. Les meurtres ne se limitaient pas seulement aux humains. Par exemple, des vaches étaient abattues pour que leurs veaux comprennent ce que signifie perdre une mère. Shaka a été tué par 3 assassins en 1828, lorsque presque toute la main-d'œuvre zoulou disponible a été envoyée dans un nouveau balayage massif vers le nord. Le roi manquait donc cruellement de sécurité. C'était tout ce qu'il fallait des conspirateurs. Il s'agissait des demi-frères de Shaka et d'un Induna appelé Mbopa. Le cadavre de Shaka a été jeté par ses assassins dans une fosse à grains vides qui a ensuite été remplie de pierres et de boue. Le demi-frère de Shaka, Dingane, a ensuite pris le pouvoir et s'est lancé dans une vaste purge des éléments et des chefs pro-Shaka, étalés sur plusieurs années afin de garantir sa position. Le problème initial auquel Dingane était confronté était de maintenir la loyauté des combattants zoulous. Dingane a régné pendant environ 12 ans, période pendant laquelle il s'est battu de manière désastreuse contre les Vour
Trekkers et contre un autre demi-frère, Mpande, qui, avec le soutien des Boers et des Britanniques, a pris la direction des Zoulous en 1840. Autre méthode Shaka. La puissance zoulou en expansion s'est inévitablement heurtée à l'hégémonie européenne dans les décennies qui ont suivi la mort de Shaka. En effet, les voyageurs européens qui s'étaient rendus dans le royaume de Shaka ont fait la démonstration des technologies avancées telles que les armes à feu et l'écriture, mais le monarque zoulou n'était pas du tout convaincu. Il n'était pas nécessaire d'enregistrer les messages, soutenait-il, puisque ces messagers encourageaient une peine de mort s'ils apportaient des nouvelles inexactes. Quant aux armes à feu, Shaka a reconnu leur utilité en tant qu'arme de missile après avoir vu des démonstrations de chargeurs par la bouche, mais il a fait valoir que le temps qu'un tireur met à recharger l'arme, il serait submergé par des guerriers brandissant des lances. Le premier affrontement majeur après la mort de Shaka a eu lieu sous son successeur Dingane contre les Voortrekkers européens en expansion depuis le Cap. Le succès initial des Zoulous reposait sur des attaques surprises et des embuscades rapides, mais les Voortrekkers se sont rétablis et ont infligé aux Zoulous une sévère défaite grâce à leurs chariots fortifiés lors de la bataille de Blood River. Le deuxième affrontement majeur eut lieu contre les Britanniques en 1879. Une fois de plus, la plupart des succès des Zoulous reposaient sur leur mobilité, leur capacité à filtrer leurs forces et à se rapprocher lorsque leur adversaire était déployé de manière défavorable. Leur victoire majeure à la bataille d'Isand-Wana fut la plus marquante, mais ils repoussèrent également une colonne britannique à la bataille de Loban en déployant des régiments rapides sur une vaste zone de ravins accidentés et en attaquant les Britanniques qui étaient contraints à une retraite rapide et désordonnée vers la ville de Kambula. Pour conclure, un certain nombre d'historiens soutiennent que Shaka a changé la nature de la guerre en Afrique australe, passant d'un échange ritualisé des railleries avec un minimum de pertes en vie humaine à une véritable méthode d'assujettissement par un massacre massif. D'autres contestent cette qualification. Un certain nombre d'écrivains se concentrent sur les innovations militaires de Shaka, telles que l'Ikloa, la lance zoulou et la formation en corne de terreau. Au moment de l'assassinat de Shaka en 1828, le royaume zoulou était devenu la plus grande puissance d'Afrique australe et une force avec laquelle il fallait compter, même contre l'armée moderne britannique en 1879. De nombreuses controverses entourent encore le caractère, les méthodes et les activités du roi zoulou. D'un point de vue militaire, l'historien John Keegan note les exagérations et les mythes qui entourent Shaka, mais maintient néanmoins que Shaka est sans aucun doute le plus grand commandant africain.